Et donc j'ai estimé que la meilleure réponse, c'est d'expliquer de vive voix aux Maliennes et les Maliens, de l'intérieur et de l'extérieur, aux amis du Mali, même aux ennemis du Mali, quelle est concrètement ma position. Parce que souvent au niveau des intellectuels, le débat est faussé. Lorsque vous avancez des idées, il y en a qui sortent pour faire des attaques au lieu de aller jusqu'au fond. D'abord, vous aurez constaté qu'actuellement, la société est divisée. Vous avez d'un côté les tenants du pouvoir qui exercent la totalité du pouvoir et de l'autre côté, les partis politiques et la société civile qui tiennent des discours, d'ailleurs, qui sont souvent applaudis par les chefs terroristes. Il était donc impératif pour moi de clarifier ma position. D'abord, les partis politiques et les associations à caractère politique se battent pour l'application du droit positif malien, y compris les derniers textes, les textes que nous avons, les textes de loi réglementaires et la Constitution. Donc, ils se battent pour la. De l'autre côté, vous avez les tenants du pouvoir et créent la peur pour que tout le monde se taise et les laisse faire ce qu'ils veulent. Personnellement, j'ai pensé que c'est une démarche dangereuse et risquée. Il faut leur dire qu'il faut faire beaucoup attention. C'est ce qui m'a fait écrire « Attention à ne pas atteindre le point de non-retour ». Parce que lorsque les clivages dans la société atteignent un certain point, ça va aboutir à une situation que personne ne contrôle. J'ai donné comme exemple, pour que les uns et les autres comprennent, le cas d'un pays africain que tout le monde connaît, je ne vais pas le citer pour des raisons que vous comprenez, où c'est la société civile et politique qui ont organisé des manifestations en 2019 pour, disent-ils, la démocratie. Ensuite, les chefs militaires organisaient un putsch, on a neutralisé le président. Et un pouvoir militaro-civil s'est installé pour organiser la transition, qui a été d'ailleurs reconnue par toute la communauté internationale. Quelques années après, je ne sais pas par eux-mêmes ou par des conseillers mal inspirés, les militaires ont écarté de la gestion du pouvoir les alliés politiques et les associations. Le pouvoir était concentré dans les mains des seuls militaires. Le résultat, c'est que les contradictions entre eux ont évolué en une guerre que personne ne contrôle aujourd'hui. Et ce pays est complètement détruit. Je crains qu'en nous taisant, en ne faisant pas un travail de conscientisation, on glisse petit à petit vers des situations dangereuses. Je ne souhaite pas cette situation pour notre pays. Je crois d'ailleurs qu'aucun Malien ne va vers ça. Mais c'est des exemples qui sont pédagogiquement utiles à montrer. Et c'est dans ce contexte que j'ai décidé d'expliquer aux Maliens ma position. Vous savez, dans un pays, pour pouvoir gouverner, il faut avoir une majorité de la population qui veut aller dans un certain sens. Cette majorité peut se dégager à la suite d'élections ou à la suite d'une révolution. Mais une minorité ne peut pas s'imposer à tout un peuple usant uniquement des armes et de la peur et des emprisonnements au début de la transition. Parce que beaucoup ne savent pas, il faut que je le rappelle. La transition malienne est différente des deux autres transitions. Au Burkina Faso et au Niger, ce sont les militaires exacerbés par la situation que vivait le pays qui ont renversé le régime. Parce que le pouvoir politique a neutralisé toute forme d'expression et les citoyens étaient réduits pratiquement en esclavage. Au Mali, les citoyens ont pris leurs responsabilités depuis des années. Et c'est les mouvements politiques et associatifs, c'est la société malienne qui a imposé le changement. Et sa chance, c'est que pour éviter les dégâts, un groupe de militaires, au nom des forces armées de sécurité, a mis le holà. Donc, les changements au Mali et au Burkina Faso ne sont pas intervenus de la même façon. Au Mali, c'est pour cela qu'au début,
Effectivement, on a voulu ignorer ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, on a formé un gouvernement après avoir pris tous les documents avec le M5, la charte de la transition, les assises nationales, l'organisation de la transition. On a voulu travailler sans le M5. Ça n'a rien donné. Et le gouvernement a navigué en vie, vous avez tout compris. Et finalement, ce gouvernement avait fait alliance avec les tenants de l'ancien régime. Il était constitué de ça. Les militaires, les tenants de l'ancien régime, les mouvements séparatistes et contre les forces qui ont opéré le changement. Pendant un an, vous avez vu, les choses n'ont pas bougé. Il est vrai que cette situation était arrangée, disons, les puissances colonisatrices. Vous vous rappelez de la fameuse phrase du président français que Emmanuel Macron, il disait que Bandaou, en 3 mois, a pu faire ce qu'Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas pu faire en 7 ans. Ce qui était archi faux, c'était juste un compliment pour continuer à endormir les Maliens. Eh bien, j'ai expliqué dans la deuxième tribune quelque chose que je voudrais que les Maliens comprennent aujourd'hui. J'entends beaucoup de gens dire qu'on a fait partir IBK par la force, voilà aujourd'hui qu'on le regrette. Je rappelle très bien que le M5 n'a pas fait partir IBK comme ça. Un mémorandum a été écrit et envoyé à IBK qui a failli d'ailleurs aboutir à la division du M5. On lui a dit qu'on regarde la situation du pays. Le gouvernement ne contrôlait plus rien dans le pays. Des individus et des clans faisaient ce qu'ils voulaient. Et la situation était telle que nous avons proposé au chef de l'État qu'il préserve l'institution président de la République et la gouvernance du pays qu'il laisse aux chercheurs du changement. On a fait plusieurs démarches. Lui-même, il nous a reçus à sa résidence sur cette question. Moi-même, j'ai participé à une rencontre avec lui. Il était accompagné de son premier ministre Boubou Cissé et moi, j'étais accompagné de l'imam Mahmoud Diko. On a fait une longue rencontre chez l'ancien président P.A. Sonna Moussa Traoré. On lui a exposé la situation et les solutions de sortie. En plus de ça, j'ai fait moi-même une démarche personnelle devant témoins. Les témoins sont vivants. Pour demander à un de ses anciens ambassadeurs d'aller lui dire que pour préserver la paix sociale au Mali et les institutions, il faut qu'il fasse des concessions. Le Mali ne peut pas continuer dans cette situation. Il a refusé. Finalement, le M5 a remis sur la table sa démission pure et simple. Et l'armée a tranché cette question. Et donc ceux qui sont en train de dire que le M5 s'est levé pour faire partie d'IBK, je crois qu'ils ne connaissent pas bien l'histoire. Ensuite, la France, vous entendez beaucoup de gens, le Mali est isolé. Le Mali n'a jamais été isolé. Le Mali est en incompréhension avec le gouvernement français et les gouvernements qu'il manipule de la CEDEAO. Et là aussi, c'est la même chose. Ce n'est pas le Mali qui a chassé la France au départ. C'est les Français qui ont voulu imposer aux Maliens qui vont choisir le président, le premier ministre et le président du Conseil national de transition. Le président de la transition leur a dit que ce n'est pas possible, ça ne se fera pas au Mali. Comme ça, les Maliens sont en concertation et ils vont prendre une décision. Et c'est ainsi que, dès que le premier ministre a été nommé le 7 juin 2021, ce qui ne les arrangeait pas, 2 jours après, ils ont déclaré qu'ils vont quitter le Mali. En faisant les menaces, comme s'ils vont quitter, la terre va nous tomber dessus. Or, je crois qu'ils sont venus se jeter dans la gueule du loup, parce que nous, on comprenait très bien depuis longtemps que tous les problèmes du Mali, c'est l'État français et ses démembrements qui les entretenaient. C'est eux qui organisaient le soutien aux rebelles. Il y a des terroristes que nous avons pris, avec lesquels nous avons trouvé des équipements, des rations alimentaires, des armes françaises. Les mouvements sont instrumentalisés par les services spéciaux français. Et d'ailleurs, un ancien directeur de l'opération Barkhane a dit au Mali, le 17 septembre 2019, qu'ils ont les preuves que les mouvements signataires de l'accord sont la nuit, certains d'entre eux, avec les terroristes, le jour ils sont avec l'État malien. Donc eux, ils savaient, ce que nous savions aussi, c'est que les terroristes n'allaient jamais finir au Mali tant qu'ils étaient là. Le Mali ne pouvait même pas acheter des simples lunettes à vision nocturne. Le Mali n'a pas d'hélicoptère, le Mali n'a pas d'avion. Nos soldats mouraient, ils n'avaient pas de quoi se battre.
Et même quand ils meurent, on ne peut pas transporter leur corps pour donner des sépultures normales. Donc le fait qu'ils quittent notre pays, c'était une très bonne chose. Leurs ambassadeurs, leurs relais ont commencé à se mêler des affaires intérieures du Mali. Nous avons pris nos responsabilités. On ne peut pas dénigrer notre État et continuer soi-disant à collaborer avec nous. En réalité, ils cherchaient juste à préparer le terrain pour leurs agents pour organiser notre soulèvement. De là, on est parti plus loin. Il y a eu des conséquences que personne n'imaginait. Ils ont instrumentalisé la CEDEAO contre nous. Ça n'a pas marché. Donc c'est pour que ça soit très clair. Nous n'avons chassé personne. Mais tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans les mesures édictées par le chef de l'État, qui ont été prises dans la Constitution, respecter la souveraineté de l'État malien, respecter ses intérêts, la liberté pour le Mali de choisir ses partenaires, on ne peut pas travailler. Ils ont refusé de travailler avec nous au motif que nous voulons collaborer avec les Russes. Nous leur avons dit que personne ne désignera à la place de l'État malien qui a vécu collaborer. Donc ils sont partis d'eux-mêmes. Si maintenant ils ont regretté, ou leurs partisans ont regretté, il ne faut pas qu'ils se mettent à dire des contre-vérités, que c'est nous qui les avons chassés. S'ils veulent revenir, ils viennent discuter avec l'État malien aux conditions de l'État malien. Nous n'avons pas d'ennemis dans